Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve sur la télé du Salon du Livre Jeunesse et on est ravis de vous retrouver pour le JT, tour d'horizon de l'actualité du Salon. C'est le deuxième jour. Alors, au sommaire de cette émission, comment vit le Salon sur le terrain? Nous irons à la rencontre de la directrice des médiathèques de Plaine Commune. On retrouvera aussi les amis du Salon pour le conseil de lecture. Un membre du club, Les Écrits des ados, nous raconte sa vie avec les livres. Et bien sûr, l'expo La tête dans les images à découvrir à Montreuil. On va voir le travail de l'une des 12 illustratrices et illustrateurs. Et en plateau, des invités, l'autrice Nadia Naclé. On est très content de vous avoir parmi nous. Moi aussi. Le maire de Montreuil, la ville qui accueille le salon partenaire historique, Patrice Bessac. Bonjour. Et avec nous, la lauréate du Goïn. Félicitations, Mathilde Gollet, pour le projet 4 saisons. Bonjour. On va découvrir ça dans quelques instants. Et notre première invitée, donc, c'est Nadia. Nadia, on est ravis de vous avoir pour parler des oiseaux ne se retournent pas. C'est un très très beau livre. C'est devenu une bande dessinée aussi. Racontez-nous l'univers de cet ouvrage. Alors, les oiseaux ne se retournent pas, c'est l'histoire d'Amel, une orpheline de 12 ans qui va être forcée à l'exil pour échapper à la guerre et qui, sur sa route, va rencontrer Bassem, un ancien soldat joueur de oud. Et une amitié va naître puis grandir entre le soldat et l'enfant qui, peu à peu, vont apprendre à se reconstruire. Et ce projet existe en fait sous 3 formes, puisqu'il s'agit à la fois d'un roman graphique, d'un spectacle musical et dessiné, donc avec des projections animées et 4 interprètes sur scène, 2 musiciens et 2 comédiennes, et aussi prochainement, dans quelques années, d'un film d'animation. C'est incroyable cette histoire parce que vous portez ce projet depuis très longtemps, vous écrivez l'histoire, vous dessinez aussi, vous portez ce bébé qui a plein de vie en fait, hein, vous l'avez dit, roman, BD, spectacle musical, film d'animation demain. C'est une histoire qui vous tenait à cœur ? Oui, c'est vraiment une histoire qui me tenait à cœur. Au départ, c'était vraiment la volonté de raconter l'exil du point de vue d'un enfant qui fuit la guerre. C'est vraiment ce qui a été mon leitmotiv dans l'écriture de cette histoire. Et j'avais envie à la fois de donner différentes formes qui se complètent et se répondent, en fait, pour donner à chaque fois un angle narratif différent. Et comme la musique a une place réellement centrale dans l'histoire, c'était vraiment important pour moi qu'elle existe aussi sur scène, en live. Voilà. Et c'est un livre qui est quand même plein d'espoir. Oui, c'était vraiment justement à la base de l'écriture. Il y a à la fois un sentiment de révolte face à la situation actuelle des enfants réfugiés, mais il y a avant tout ce désir de répondre à la barbarie par le dessin, par la poésie, et de transmettre l'espoir de ces enfants en exil. Ouais. Patrice Bessac, ça c'est un livre qui vous parle et je crois que d'ailleurs que vous voulez l'offrir, Nadia. Oui, j'aimerais beaucoup, oui. On joue en fait le spectacle au Lilas, du coup au théâtre du Garde-Chasse. Et j'aimerais beaucoup qu'il soit joué aussi à Montreuil. Je disais que ça serait intéressant de vous faire découvrir ce livre. Ça s'appelle un traquenard, mais c'est un bon traquenard. Ah non, il n'y a aucune obligation, évidemment. Mais je serais heureuse, oui, de vous le faire découvrir. Ça, c'est un bon tractard, oui. Et puis, à vrai dire, je lorgnais un peu sur le livre pour le découvrir. Et puis, il est tellement... en plus, c'est une thématique qui, du coup, est tellement montreuilloise, qui correspond tellement aux valeurs que nous essayons de défendre dans une société dans laquelle il y a beaucoup de violence, beaucoup d'injustice, beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on répond à cette violence et à cette injustice par toujours plus d'injustice et de violence, ou est-ce qu'au contraire, on prend le temps un tout petit peu de s'ouvrir à cette souffrance et d'y apporter des réponses humaines? Et je pense que le sort des réfugiés, le sort de toutes les personnes en difficulté, en souffrance d'une manière générale en Europe et en France est une question qui est profondément contemporaine. Et au fond, c'est nécessaire, à mon sens, qu'il y ait des paroles poétiques pour dire que l'essentiel n'est pas accessoire. Et l'essentiel, c'est quand même de se tenir droit et d'avoir une attitude
humaine dans nos politiques et dans notre manière de penser. Alors Patrice Bessac, je vous donne le livre, je ne fais que le transmettre, c'est de la part de Nadia. Et donc ce qui est très chouette à travers cet ouvrage, c'est que vous allez mettre en musique. Enfin, il est mis en musique ce spectacle puisqu'il a été joué à Nantes, il va être joué très prochainement en Seine-Saint-Denis à partir du mois d'avril. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant avec le spectacle, c'est que ça apporte vraiment cette notion d'espoir que vous laissez transparaître dans votre œuvre. Oui, complètement. Et la musique, justement, quand les mots manquent parfois, la musique permet aussi de dire l'indicible, de transmettre des émotions. Donc, et comme c'est aussi l'histoire d'une enfant qui a un rapport très fort avec la musique, justement, c'était essentiel pour moi qu'elle existe sur scène. Bon, on va se retrouver dans quelques instants, mais vous le savez, le salon y vit avec ses partenaires. On va en parler avec Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Mais avant, on va aller faire un petit tour auprès des médiathèques, puisque le salon y vit dans les collèges, dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Alors, comment vit le salon à Plaine Commune? Reportage tout de suite. C'est un partenariat très approfondi qu'on mène depuis plusieurs années et toute l'année. Pas seulement en décembre, au point d'orgue, on va dire, au moment où habituellement le salon se tient à Montreuil. Puisqu'en fait, chaque année, on travaille, les médiathèques de Plaine Commune et plus précisément un groupe de bibliothécaires avec des personnes du salon du CPLJ, en fait, du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, pour co-construire, coproduire une exposition qui, chaque année, va permettre aux enfants et aux familles de rentrer dans l'univers d'une illustratrice ou d'un illustrateur. Cette exposition, elle est assez emblématique du travail que nous faisons pour rentrer dans la littérature par différents moyens. Et pas seulement par le livre, bien sûr le livre, mais aussi jouer, rentrer dans un univers artistique et finalement ouvrir son imaginaire. Parce que ce qu'on cherche à faire finalement, c'est bien de multiplier les moyens d'accès à la littérature pour ce qu'elle apporte en termes de construction de soi, construction individuelle, personnelle, mais aussi construction et place dans la société. Les médiathèques ont notamment pu proposer des prêts à emporter qui ont permis pour les médiathèques qui accueillent l'exposition Joël Jolivet, qui est l'exposition de l'année avec le salon, ces médiathèques-là, elles ont pu diffuser dès cette période le livret qui accompagne l'exposition et qui habituellement est distribué aux enfants à la fin de la visite. C'est un livret qui permet d'avoir des activités chez soi, de coloriage, de gravure, de dessin, etc. Et ça a permis de donner le goût, donner l'envie de revenir voir au mois de décembre l'exposition dans la médiathèque. Vous êtes sur la télé du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, partenaire historique de ce rendez-vous. On accueille donc le maire de Montreuil, Patrice Bessac. C'était important, Patrice Bessac, que ce salon se tienne, malgré tout, dans cette forme inédite. C'était vraiment terriblement important pour qu'il n'y ait pas une année sans salon, une année sans envoyer ce message que chaque année le salon envoie d'abord aux jeunes, d'abord aux enfants, d'abord aux centres de loisirs, d'abord aux librairies, d'abord aux classes, mais aussi, je pense, à tout le monde et aux adultes, aux parents, qu'il y a cette production du livre de jeunesse, qu'il y a cet univers, qu'il existe et qui est si important. Et pour moi, le Salon du Livre de la Jeunesse dit chaque année quelque chose de très important pour le parcours des enfants et pour la réflexion des adultes dans le rapport d'éducation. C'est pour ça qu'il y a cet engagement de longue date de la ville auprès du Salon. Au fond, d'abord, il y a pour le Montreuil une histoire qui est complètement liée parce que le Salon connaît
à l'intérieur de nos équipes pédagogiques, à l'intérieur du mouvement de nos centres de loisirs. Et ensuite, il y a une telle amitié. Il y a une telle amitié avec l'équipe, une telle amitié avec les auteurs, une telle amitié avec la culture, une telle amitié avec l'idée que le salon, chaque année, va à la rencontre de nos jeunes dans les centres de loisirs ou dans les écoles, que nous sommes liés. Et je pense que, d'une manière générale, le Montreuil a ce désir de permettre à tout le monde, jeune ou vieux, d'accéder à lui-même d'une certaine manière, à l'esprit, à la culture, à la littérature. Et nous pensons que c'est un outil fantastique pour être plus libre que de lire et d'avoir accès à d'autres imaginaires. Donc le salon, il vit au-delà d'une semaine à Montreuil. Il y a une politique du livre sur la ville. Il y a une politique du livre sur la ville, et en regardant le reportage sur ce qui est fait dans les médiathèques, dans les bibliothèques, je veux dire qu'on a la chance d'avoir des équipes dans les bibliothèques qui mènent une politique très active. On n'a pas des bibliothèques poussiéreuses dans lesquelles les livres ne sont pas ouverts. On a des gens qui organisent des soirées pyjama dans nos bibliothèques, qui organisent des expos d'art contemporain pour des mômes qui ne savent pas encore lire et qui, du coup, pénètrent dans la bibliothèque et qui va devenir un peu leur maison. Il y a même des surbooms pour préadolescents qui sont organisés dans les bibliothèques de Montreuil pour que ça devienne leur lieu, pour que ça soit un peu leur maison. Et donc, oui, il y a une politique du livre grâce à des gens passionnés. Et vous présidez désormais Est Ensemble, donc la politique du livre, elle va essaimer sur l'agglomération. Ok, au fond, elle n'a pas vraiment besoin de moi. Je veux dire par là qu'on a déjà des directeurs et des directrices d'établissements culturels qui sont formidablement actifs. Et donc, je vais les encourager à poursuivre leur travail et à poursuivre surtout leur conviction essentielle que le livre est un moyen d'accès à notre liberté fantastique. Alors vous le savez, le salon du livre et le livre en général de jeunesse ne vivrait pas sans les enfants, les collégiens, les ados qui lisent avec grand plaisir. Alors pourquoi ils lisent avec autant de plaisir? Qu'est-ce qu'ils trouvent dans les bouquins? On a voulu leur poser la question. On va écouter tout de suite Mam, qui fait partie d'un club de lecture. Ce club, c'est le club L'écrit des ados. Première question, mais alors pourquoi faire partie d'un club de lecture? En fait, j'y suis depuis que je suis vraiment toute petite, depuis que j'ai 10 ans. Et ce que j'aime, c'est la découverte. En fait, on découvre beaucoup de choses, beaucoup de livres et d'auteurs différents. On fait aussi beaucoup de rencontres. Et ça, c'est pas mal puisqu'on peut échanger autour des livres. En fait, ce que j'adore dans la lecture, c'est la découverte, surtout me plonger dans un univers différent. Surtout parce que la réalité, c'est un peu, c'est parfois décevant. Et donc, c'est vraiment intéressant de découvrir d'autres personnes, d'autres personnalités, d'autres mondes aussi. J'aime beaucoup les romans historiques. Ensuite, les romans réalistes et parfois un peu de fantaisie, mais c'est plutôt les romans réalistes, vraiment très très ancrés dans la réalité. J'ai pas vraiment de préférence, mais j'ai lu il y a peu de temps un livre qui s'appelle La tristesse des éléphants et ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est vraiment, en fait, on entre vraiment dans l'histoire. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que la fin est vraiment très très inattendue et ça m'a beaucoup perturbée. En fait, j'y ai repensé pendant longtemps. C'est pour ça que ça m'a marquée. Je pense que la lecture, en fait, elle a un peu une mauvaise image. Peut-être à cause de l'école parce qu'on nous donne beaucoup, on nous impose beaucoup de choses et je trouve que c'est vraiment dommage parce que même les livres qu'on lit à l'école, ils sont vraiment pas, pour la plupart, certains sont passionnants et si j'avais quelque chose à dire à une personne de mon âge sur la lecture, c'est vraiment de se lancer sur quelque chose qu'il aime, sur un sujet qu'il apprécie beaucoup.
précieux conseils. Vous êtes sur la télé du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Il se passe beaucoup de choses dans ce département et pour s'en prouver une fois de plus, on a la lauréate du concours Goin 93. C'est un concours qui a été lancé par le département. Il y a 28 talents de la Seine-Saint-Denis qui est en compétition pour ce concours qui vise à booster et faire émerger les projets ou les idées qui vont se développer. Et le projet dont on va parler avec Mathilde Gollet, qui aurait dû venir avec Moussa Dilam, Moussa Silam, il n'est pas là, mais il a concouru avec vous. C'est un projet pour développer, alors plus qu'un jardin, c'est un tiers-lieu que vous voudriez créer à Bagnolet. Vous voulez revaloriser des espaces verts sur place. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un projet du coup qui est porté par l'association de jeunes pour le développement à Bagnolet, la JDB. C'est une association qui a été créée par des habitants du quartier Les Malassis à Bagnolet. Et du coup, 4 saisons, en fait, est né de plusieurs constats qu'on a pu effectuer dans la ville, notamment qu'il y a beaucoup d'espaces verts qui demandent en fait à être valorisés, sur lesquels on pourrait créer des jardins, créer des espaces partagés conviviaux pour les habitants. Et c'est pour ça qu'on a souhaité lancer 4 saisons. Donc en fait, là, on a déjà commencé un peu cet été à travailler avec des jeunes de l'association, parce qu'en fait, il y a 60 jeunes bénévoles réguliers au sein de l'association de la JDB qui travaillent sur les différents projets avec nous. Et là, l'objectif sur 2021, en fait, on souhaiterait s'étendre sur un parc à Bagnolet. C'est un parc assez emblématique qui s'appelle la couverture de la A3 et sur lequel en fait on aimerait installer un tiers-lieu agri-urbain. En fait, on a inventé entre guillemets un nouveau terme sur lequel en fait sur ce parc on aimerait créer donc un tiers-lieu où les gens pourraient venir participer à des ateliers. On aimerait ouvrir une petite guinguette qui serait ponctuellement du coup ouverte pour servir des boissons, des repas, voilà. Et du coup faire des ateliers autour de l'agriculture urbaine, mais aussi autour de la culture urbaine, parce que pour nous, en fait, on aimerait un peu donner une image pas différente, mais un peu plus cool de l'environnement pour le rendre plus accessible et plus ouvert, surtout auprès des jeunes, parce que aussi ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de jeunes se sentent parfois un peu extérieurs à ces questions environnementales, et nous, on aimerait vraiment démocratiser tout ça à travers le projet. Eh ben dites donc, super pitch, vous le connaissez bien votre projet. Je comprends pourquoi vous avez le concours. En tout cas, c'est un beau projet. On va le suivre à Bagnolet et on va retourner à Montreuil. On vous a parlé en début d'émission de cette superbe exposition La tête dans les images, place Aimé Césaire. Je propose de découvrir le travail d'une illustratrice, travail qui nous est présenté par Lucie Cove. Émilie Glisson, toute une histoire pour un sourire, texte de Frédéric Marais, Les fourmis rouges. Combien de temps peut-on passer sur chacune des 4 images d'Émilie Glisson sans être sûr d'en avoir bien vu et apprécié tous les détails ? D'accord, ce sont chaque fois des doubles pages dans l'album dont elles proviennent, mais quand même. Quel foisonnement dans ces scènes en aplat, de style résolument pop, inspiré des cartoons d'hier, Tex Avery par exemple, mais aussi d'anciens Disney. Qui est ce grand gaillard habillé de jaune ? Pantalon pas de def, chemise échancrée à pois, bottines écarlates à talons, chapeau sombre, yeux en binoir, nez rouge et oreilles décollées, qui entre dans une rame de métro. Tellement différent des autres voyageurs, car il sourit. Alors que tous les autres, humains, animaux, décors parisiens, objets, tout aussi grotesques qu'ils soient, tirent la gueule. Même le soleil. Les passagers du métro ont des apparences étranges, marrantes même. Un clown, un inca, un ours à casquette, un serpent en balade ou une carotte de passage. Mais aucun ne semble content. Pire, ils s'inquiètent à propos de cet homme à contretemps. Ceux qui étaient dans l'air arrivent. L'homme qui sourit est arrêté, jugé et mis en prison. Va-t-il pour autant perdre la banane qui barre son visage ? Non. Et un autre effet sera obtenu, extrêmement contagieux. Des sourires qui feront tellement de petits que le juge sera obligé de relâcher le prisonnier. Mais tous ces sourires, même ceux en tenue digne du camp de détention de Guantanamo, ne sont-ils pas une nouvelle obligation tyrannique ?
On s'en doutait en voyant ces illustrations. Émilie Glisson dit avoir adoré bosser sur ce livre. En plus, le texte étant assez succinct, elle a eu carte blanche pour ne pas lésiner sur les images. Stylo Monoprix, plus colorisation Photoshop, les doubles pages foisonnent de détails. Elle s'en est donnée à cœur joie. C'est une manière pour moi de rester longtemps dessus, contrairement à la bande dessinée adulte où j'ai la mauvaise habitude de lire le texte sans faire gaffe au dessin. Si comme elle, vous êtes fan des Où est Charlie, vous allez vous régaler. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Une belle expo à voir à Montreuil, place Aimé Césaire. Il nous reste moins d'une minute et je peux pas partir de cette émission sans demander à nos invités un petit livre qui les a marqués durant leur enfance ou un coup de cœur à partager avec nos téléspectatrices et téléspectateurs. Patrice Bessac, votre livre qui a déclenché quelque chose chez vous, le premier livre que vous avez lu qui vous a emmené loin, très loin. C'est Vendredi ou la vie sauvage. C'est au fond mon premier vrai livre, le livre dont je me souviens. Et au fond, quand j'ai essayé de me souvenir pourquoi il me revient, c'est que j'ai vécu tellement d'aventures avec ce livre. Et l'amitié, la chasse, construire des huttes, j'ai été dans ce livre. J'ai vécu l'aventure de Vendredi ou la vie sauvage. Nadia, vous avez un coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur pour un ami, c'est sympa. Oui, alors c'est un ami, mais c'est un grand artiste aussi. C'est Laurent Gapaillard et Bertrand Santini, donc c'est le Flocon, voilà, qui est sorti tout récemment et qui est un conte philosophique qui est avec de magnifiques illustrations. C'est une véritable œuvre d'art, voilà, un livre jeunesse et une œuvre d'art en même temps. Bon, on va demander à Mathilde, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué quand vous étiez plus jeune ? Je vous prends comme ça au dépourvu. Oui, il y en a beaucoup parce qu'en fait, pour la petite histoire, ma mère était bibliothécaire jeunesse. Oh. C'est vrai que j'ai beaucoup baigné dans les livres jeunesse et là, pour vous dire, j'ai pas vraiment de titre qui me revient. Mais vous nous laisserez le numéro de votre maman. Voilà. C'est ça. Merci Mathilde, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. On était ravis et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On découvre Émulsion dans quelques instants. Programme de la télé du livre jeunesse continue sur Bien Grand Paris.